Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les règles, souvent invisibles, qui gouvernent les circuits en courant alternatif. C'est un peu le système nerveux du monde moderne, et comprendre comment ça marche, c'est comprendre comment tout fonctionne autour de nous. C'est vrai que quand on y pense, derrière un geste aussi simple que d'appuyer sur un interrupteur, il y a tout un monde qui s'anime. Alors c'est parti, on va jeter un œil à l'intérieur de ces fils pour voir ce qui s'y passe. Mais avant toute chose, il faut qu'on définisse notre terrain de jeu. On va parler d'électrotechnique. Et c'est un domaine qui est, en fait, bien plus vaste qu'on pourrait le croire. Rien que ce parallèle visuel, c'est assez fou. On est passé de ces énormes dynamos de vrais monstres de métal à des éoliennes ultra modernes en à peine plus d'un siècle. C'est ça l'histoire de l'électrotechnique, l'art de maîtriser l'énergie électrique. Alors voilà la définition un peu plus formelle. En gros, l'électrotechnique, ça couvre toute la chaîne de l'électricité en tant qu'énergie, de l'endroit où on la produit jusqu'à la prise murale, c'est la base de tout ce qu'on va aborder. Bon, maintenant que le cadre est posé, on va pouvoir plonger dans le langage très particulier du courant alternatif, le fameux CA. Et on va voir que les règles du jeu ne sont pas tout à fait les mêmes qu'avec le courant continu. La différence fondamentale, elle est là. Le courant continu, c'est simple, c'est une ligne droite, une autoroute à sens unique. Le courant alternatif, celui de nos maisons, c'est une vague qui n'arrête pas de monter et de descendre. Et cette simple oscillation, eh bien, ça change absolument tout. Et voilà la première de ces nouvelles règles. En courant alternatif, le mot résistance tout seul, ça ne suffit plus. Non, on doit parler d'impédance. C'est l'opposition totale au courant. Et comme on le voit ici, cette impédance, c'est une combinaison de deux choses. La bonne vieille résistance qu'on connaît, et un nouveau concept, la réactance, qui est spécifique au courant alternatif. Pour comprendre un circuit, il faut connaître ses composants. Et en courant alternatif, il y a une équipe de 3 acteurs principaux qui font tout le travail. Allez, on commence avec le premier, le plus simple, la résistance. On peut la voir comme l'ouvrier de base du circuit. Son boulot, c'est de dissiper de l'énergie. Et surtout, comme le montre le graphique, elle est très disciplinée. La tension et le courant la traversent en parfait synchronisme, main dans la main. Donc pour résumer, c'est simple. La résistance, elle freine le courant. Point. Elle ne touche pas au timing. Mais attention, les deux autres membres de l'équipe, eux, adorent jouer avec le temps. Et voilà le deuxième acteur, la bobine. Et là, ça tient plus subtil. À cause de son champ magnétique, la bobine fait en sorte que la tension prend de l'avance sur le courant. C'est comme si la tension démarrait la course un quart de tour avant le courant. Et enfin, le troisième de la bande, le condensateur. Lui, il fait exactement l'inverse de la bobine. Il se charge et se décharge. Et ce faisant, il laisse le courant prendre de l'avance sur la tension. Cette fois, c'est le courant qui mène la danse. Ok, donc on a nos 3 acteurs. La résistance qui freine, la bobine qui met la tension en avant, et le condensateur qui fait passer le courant en premier. La grande question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on met tout ce petit monde dans le même circuit? Eh bien voilà ce qui se passe. C'est un jeu d'équilibre, un peu comme un tir à la corde. D'un côté, on a la bobine qui tire la tension vers l'avant, de l'autre, le condensateur qui tire le courant vers l'avant, et la résistance, elle freine tout le monde de la même manière. Et le résultat de cette confrontation, il y en a 3 possibles. Si la bobine gagne, le circuit est dit inductif. Si c'est le condensateur le plus fort, le circuit devient capacitif. Mais le cas qui nous intéresse le plus, c'est quand les deux forces sont parfaitement égales. Et cet état d'équilibre parfait, ça porte un nom. C'est la résonance. Les deux effets de décalage s'annulent complètement. Pouf! C'est comme si la bobine et le condensateur avaient disparu. Le circuit se comporte alors comme une simple résistance pure. Et ça, c'est le Graal. L'état où l'efficacité du transfert de puissance est maximale. Bon, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, dans le monde réel, pourquoi est-ce qu'on se soucie autant de ce balai entre tension et courant? Quel est l'impact sur notre facture d'électricité ou sur le réseau? La question est un peu provocante, c'est vrai, mais elle nous mène droit au cœur du problème. Est-ce qu'on finit par payer pour une électricité qui, au final, ne sert à rien? La réponse se trouve dans le fait qu'en réalité, il n'y a pas un seul type de puissance, mais 3. La puissance totale qui doit être produite et transportée dans les lignes, c'est la puissance apparente. Mais cette puissance totale se décompose en 2 parties bien différentes. D'un côté, il y a la puissance active. C'est la bonne puissance, celle qui travaille vraiment. Elle éclaire, elle chauffe, elle fait tourner un moteur. Et de l'autre, il y a la puissance réactive. Alors, elle est nécessaire pour faire fonctionner les moteurs ou les transfos, mais elle ne produit aucun travail utile. C'est l'analogie parfaite de la mousse sur une bière. Elle prend de la place dans le verre, mais ce n'est pas elle qui désaltère. Et le vrai problème, c'est quand il y a trop de mousse. Un excès de puissance réactive, c'est une catastrophe pour le réseau. Elle ne sert à rien, mais elle circule quand même dans les câbles, elle les fait chauffer inutilement, elle provoque des pertes d'énergie et elle oblige à construire des installations beaucoup plus grosses et chères que nécessaire. D'ailleurs, la source sur laquelle on s'appuie le résume très bien. Le transport de cette puissance réactive cause des pertes,
moins de stabilité et des chutes de tension. En clair, c'est un vrai fardeau. Ce qui nous amène à la question finale, qui est en fait le grand défi des ingénieurs électriciens. Comment faire pour minimiser cette mousse inutile ? Comment faire pour que nos circuits se rapprochent le plus possible de cet état idéal de résonance, pour que la quasi-totalité de l'énergie transportée soit de l'énergie utile ? C'est la quête permanente pour optimiser ce gigantesque circuit qui alimente nos vies.